la grande entreprise telle qu'on la connaît aujourd'hui n'existerait pas sans la responsabilité limitée. On est vraiment au cœur des origines du capitalisme, si vous voulez. C'est ce qu'on appelle la responsabilité limitée, qui aujourd'hui est quelque chose dont bénéficient absolument ou quasiment toutes les entreprises. Qu'est-ce que ça veut dire pour ceux qui ne sont pas juristes ou économistes? La responsabilité limitée, c'est très simple. Vous achetez une action d'une entreprise, vous investissez 10 € ou 100 € dans une entreprise, eh bien vous ne perdrez jamais plus que 100 €. Bon. Vous achetez 100 € de l'action d'Exxon, compagnie pétrolière. Exxon cause une marée noire qui cause des dégâts considérables. Eh bien vous, en tant qu'actionnaire, vous ne serez jamais responsable de plus de 100 €, même si les dégâts causés par Exxon sont beaucoup plus que 100 €. Bon. C'est ça la responsabilité limitée. Bon. C'est quelque chose qui, à l'époque, est complètement inconnu dans le droit européen. D'ailleurs, probablement dans tout autre droit, même si, bon, ça faudrait le vérifier, mais en tout cas, qui est complètement inconnu à l'époque dans le droit européen. Bon. À l'époque, la conception qui prévaut de la responsabilité, c'est une responsabilité qui est absolue ou illimitée. C'est-à-dire, eh bien, vous investissez 100, évidemment, à l'époque, ce n'est pas des compagnies pétrolières, mais bon, poursuivons l'exemple, vous investissez 100 dans une compagnie pétrolière. Si cette compagnie pétrolière cause des dommages de 1000, eh bien, on vous demandera de remettre 900 pour être pleinement responsable des conséquences de ce que fera cette entreprise. Et donc, il y a une conception absolue de la responsabilité en matière économique. Bon. Et ça, c'est la situation qui prévaut pour tout le monde. Bon. Eh bien, parce que les États veulent encourager ce commerce lointain, parce qu'ils pensent encore une fois pouvoir le contrôler, eh bien, on va admettre que seulement les compagnies des Indes, au début, bénéficient de cette responsabilité limitée. Parce qu'évidemment, vous imaginez bien qu'au XVIIe siècle, envoyer des navires qui déjà sont très coûteux à produire, avec des chargements très précieux, de Nantes ou de Marseille jusqu'en Chine ou en Inde ou ailleurs, c'est évidemment très risqué. Et si la personne qui prend le risque financier de cette expédition devait assumer l'intégralité des pertes potentielles si le navire coulait, eh bien aucun navire n'aurait peut-être, en tout cas très peu de navires, auraient navigué sur les mers avec des biens échangeables à l'autre bout du monde. Bon. Et donc il fallait, pour que le commerce maritime devienne réellement viable financièrement, soit une bonne affaire si vous voulez, eh bien il fallait changer ce composant fondamental du régime de la responsabilité des actionnaires pour introduire la responsabilité limitée. Et à l'époque, encore une fois, tout ça est conçu comme étant une exception très marginale au droit commun. Le droit commun restait la responsabilité absolue. Et puis on disait, bah là, on fait une exception qui est d'intérêt public parce que, eh bien, on pense que c'est bon pour la France que la Compagnie des Indes, c'est bon pour l'Angleterre que la compagnie, etc., aille en Amérique du Sud ou en Asie ou peu importe. Bon. Ça restait une exception et progressivement et jusqu'au milieu du XIXe siècle, eh bien, ça va être libéralisé et ça va devenir vraiment ce qui permet aujourd'hui d'avoir ces immenses entreprises que l'on a, qui sont intégralement fondées sur la responsabilité limitée des actionnaires et qui n'existeraient pas. On peut penser, c'est raisonnable de penser qu'il n'y aurait la grande entreprise telle qu'on la connaît aujourd'hui n'existerait pas sans la responsabilité limitée. Bon. Par exemple, la très grande vague d'émergence de ce qu'on a appelé aux États-Unis les barons voleurs au XIXe siècle, les Rockefeller, les Carnegie, etc., les Morgan, eh bien, ça date du dernier tiers du XIXe siècle et ça suit très exactement le moment où on a permis à ces gens-là, on a libéralisé la responsabilité limitée des actionnaires et donc on leur a permis, évidemment, on a permis aux ces entreprises de croître très considérablement sans augmenter de manière proportionnelle la responsabilité personnelle que les actionnaires pouvaient supporter en cas de dommage pour la collectivité, par exemple. Le tour de passe-passe le plus frappant dans tout ça, c'est un changement fondamental du sens du mot responsable. Historiquement, traditionnellement, la responsabilité, c'est une responsabilité vis-à-vis de faits concrets. Bon. Vous polluez dans votre jardin, ou vous polluez là où votre entreprise est implantée, ben vous êtes responsable pour ces dommages concrets localisés que vous avez causés. Bon, ça c'est la conception classique.
Le miracle de la RSE, responsabilité sociale de l'entreprise, c'est qu'on passe à une vision complètement abstraite de la responsabilité. Pourquoi? Vous allez dire, tiens, je pollue à tel endroit où je produis, j'artificialise des centaines d'hectares, mais par ailleurs, j'ai fait un don à telle organisation, j'ai planté tant d'arbres là-bas, et donc ça annule. Et donc, vous voyez, je suis responsable dans l'abstrait, non plus des dommages concrets que je cause, mais vis-à-vis, de manière très abstraite, vis-à-vis de la nature, etc. Et donc, c'est une conception qui permet de dissocier complètement la supposée responsabilité avec les dommages qui sont réellement causés potentiellement. Et ça, je crois que c'est vraiment le tour de passe-passe. Je lisais récemment un livre passionnant sur un des éléments de cette RSE qui est ce qu'on appelle la compensation écologique, et où il y avait notamment le fameux exemple de Notre-Dame-des-Landes. Bon, vous connaissez